On dit en général des utopies qu'elles n'existent que pour ne pas exister. Alors, l'utopie européenne est-elle réalisable? Et surtout, est-elle souhaitable? On en parle dans Philosophie. Sur le fond bleu du ciel, 12 étoiles d'or forment un cercle représentant l'union des peuples d'Europe. Le nombre d'étoiles est invariable, le chiffre 12 symbolisant la perfection et la plénitude. C'est en ces termes, Ulrike Gero, que nous parlons du drapeau européen. Ulrike Gero est une politologue allemande, fondatrice et directrice d'un laboratoire d'idées dédié à l'avenir de la République en Europe. Commençons par éliminer une idée reçue. Les 12 étoiles, ce ne sont pas les 12 apôtres. Ça n'est pas une représentation religieuse, c'est pas la Vierge Marie, comme dirait l'autre. Disons pas expressivement, Non. mais il est clair que le 12 a quand même un fond religieux en Europe. C'est les 12 apôtres, on a gardé le 12 pour les œufs. Vous voulez dire que si le 12 est une image de l'harmonie, c'est qu'en son principe, il y avait le message apostolique? C'était aussi un paramètre de pensée, parce qu'on a toujours, avant d'avoir inventé le système à 10, on mesurait tous en 12, la demi-douzaine des œufs, ça nous est resté. L'heure, par exemple, c'est toujours mis sur la douzaine. Le cercle, c'est 360 degrés. Est-ce que vous iriez jusqu'à dire que les 12 étoiles portent témoignage de ce qu'on a voulu appeler ensuite les racines chrétiennes de l'Europe? Peut-être pas d'une manière expressive, mais il est clair que maintenant on s'est arrêté à 12, même qu'après il y avait des élargissements à 15 et puis aujourd'hui 28, mais on n'a pas rajouté des étoiles justement pour prendre 28 moins 1. 28 moins 1, verrons. Hein. C'est pas encore joué. Voilà. Le 1 en question étant le Royaume-Uni, on va en parler tout à l'heure. Oui. Mais, et donc en effet, je pense qu'il y a un fond culturel qui est dans les étoiles, dans les 12 étoiles, mais il ne faut pas surenchaîner sur une interprétation, je pense. Vous êtes, Ulrike Gero, professeur de sciences politiques à l'Université du Danube, je trouve ce nom magnifique, et vous avez créé, et vous dirigez d'ailleurs, le European Democracy Lab, dont l'objectif est de combiner l'idée républicaine et l'idée européenne. Est-ce que j'ai raison de le présenter de cette façon-là? Oui, absolument. Restons sur la Danube une fois, pour un moment, parce que le Danube... Je montre ici un ouvrage intéressant, hein, d'ailleurs, La République ou l'Europe. On va revenir sur son titre ensemble. Mais donc, l'objet de cette fondation? L'objet de la fondation, c'est justement de repenser l'Europe en tant que république européenne. Je montre cet ouvrage parce que c'est beaucoup de, des intellectuels françaises, Dominique Schnapper, Savidan et tout, qui déjà... Patrick Savidan, quand on a fait la Constitution européenne en 2003, le livre date de 2004, ils ont tout pensé, penser ou repenser l'Europe, pas les États-Unis de l'Europe, c'est les États qui font quelque chose là-haut, mais c'est nous, les citoyens, qui font l'Europe. Et donc, du coup, quand on pense l'Europe républicaine, nous, on est les souverains, nous, le peuple, et donc, du coup, on fait la République européenne. C'est ça l'idée clé. Alors, ce qui est intéressant, c'est que dans l'esprit de beaucoup de gens tout à fait sincères, l'idée républicaine est soluble dans l'idée européenne. C'est-à-dire que ça se présente comme une alternative pour beaucoup de gens qui disent on ne peut pas défendre la République et être à la fois pour davantage d'intégration européenne. Les gens opposent ces deux points de vue. À tel point d'ailleurs que ce titre-là, la République ou l'Europe, peut sonner comme une équivalence, la République égale l'Europe, ou bien comme une alternative. D'un côté la République, de l'autre l'Europe. Est-ce que c'est une ambiguïté que vous préservez ou est-ce que ça vous semble un faux problème? C'est-à-dire que les auteurs-là arrivent à dire qu'après, il faut fusionner la République Europe dans une République européenne. Pourquoi? Tout partant, en fait, d'une analyse différente ou légèrement différente entre la République de Rousseau et la République de Kant. Et donc, il y a une République plutôt universelle, plus cosmopolitaine, c'est Habermas, c'est Kant. Il y a une notion ethnocentrique qui est la République de Rousseau. Mais en fait, les auteurs, après avoir fouillé quand même des tonnes d'archives et documents pour dire l'étymologie du mot-clé, ils disent que le projet européen, en fait, ne peut qu'être un projet républicain. D'ailleurs, Victor Hugo, en 1852, qu'est-ce qu'il a dit devant l'Assemblée nationale? À l'époque, un jour, on aura cette immense chose, la République européenne. La République européenne. Voilà. C'est le même homme qui avait parlé des États-Unis d'Europe. On va justement, aller peut-être à l'acte de naissance de ce que vous voulez appeler une République européenne. On va voir ce qu'il en est. C'est une déclaration de Robert Schuman.
ministre des Affaires étrangères à l'époque, on est le 9 mai 1950, dans le salon du Quai d'Orsay à Paris, c'est très beau, il propose la création de la CECA, la Communauté européenne du charbon et de l'acier. Écoutons-le. Faisant depuis plus de 20 ans le champion d'une Europe unie, la France a toujours eu pour objet essentiel de servir la paix. L'Europe n'a pas été faite, nous avons eu la guerre. L'Europe ne se fera pas d'un coup, ni dans une construction d'ensemble. Elle se fera par des réalisations concrètes, créant d'abord une solidarité de fait. L'Europe ne se fera pas d'un coup, ni dans une construction d'ensemble, elle se fera par des réalisations concrètes, créant d'abord une solidarité de fait. Dans quelle perspective est-ce qu'on se situe selon vous? Est-ce une perspective institutionnaliste, au sens où il faudrait créer ex nihilo un appareil supranational européen qu'on viendrait ensuite imposer aux différents peuples? Ou est-ce qu'on est dans une perspective fonctionnaliste qui cherche à, par le bas, intégrer toujours davantage de secteurs limités, s'habituer à travailler ensemble pour ensuite créer des solidarités de fait et rendre l'Europe nécessaire? Bon, je vois l'échelle là. Donc l'escabeau, voilà, l'escabeau. C'est pour dire que l'Europe, c'est quand même un grand chantier. C'est un peu comme moi, je suis rhénane, je viens de Cologne, donc c'est le dôme de Cologne et la cathédrale. Elle a mis 600 ans à être construite, donc l'Europe mettra un peu de temps à être construite. C'est exactement ce que Schuman a dit dans la déclaration. Donc maintenant, où nous en sommes? On a déjà construit le marché commun, on a déjà l'euro. Donc c'est deux solidarités de fait, c'est-à-dire on a mis convergente les biens et convergente la monnaie. On a fait de escudo, lira et tout cela, on a fait l'euro. Donc maintenant, ce qu'il faut, c'est la troisième étape, c'est en fait la démocratie. Un marché et une monnaie, une démocratie. Donc on se bute maintenant pour faire émerger cette démocratie commune, parce qu'elle est encore nationale. Alors, il n'y a pas que Robert Schuman, il y avait aussi Jean Monnet. Jean Monnet, bien sûr. Voilà. Et la citation de Jean Monnet, c'est laquelle? L'Europe, nous ne coalisons pas des États, mais nous unissons des hommes. Alors, si on veut unir, et c'est ça mon argument pour la République européenne, si on veut unir des hommes, on les unit dans une démocratie sur une seule condition. Et cette condition même, elle est que les gens sont égaux devant la loi. Et donc, si on mettait les citoyens européens égaux devant la loi, de la même manière qu'on a mis les biens égaux devant la loi dans le marché commun, la monnaie égale devant la loi dans la monnaie commune, maintenant on mettra les citoyens dans leurs droits égaux devant la loi, on serait en République européenne, parce que c'est ça la citation de Cicéron: ceux qui se consentent à être égaux devant la loi, ils fondent une république, et cette république, elle est multiethnique, parce que l'ethnicité n'est pas un critère pour disposer la souveraineté dans une république. François Asselineau est le président fondateur de l'UPR, l'Union populaire républicaine, et partisan du Frexit. François Asselineau, de tous les adversaires de l'idée européenne ou de l'Europe comme idée, disons, je ne sais pas comment le présenter, vous êtes certainement le plus cohérent. Quand on demande à Marine Le Pen ce qu'elle veut faire de l'euro, elle répond « mais on verra bien » sur un ton à la fois ambigu et vindicatif. Quand on demande à Jean-Luc Mélenchon s'il veut sortir de l'Europe, il dit que non, bien sûr, mais qu'il veut désobéir au traité. On est dans une ambiguïté. Vous, à l'UPR, parti que vous avez fondé en 2007, à l'UPR, vous situez clairement l'honneur, la liberté, la prospérité de la France dans la sortie de ce que certains de vos militants appellent le guêpier européen, et vous êtes le candidat du Frexit. Cette idée-là vous vient-elle d'un diagnostic, d'un constat et d'une solution, ou bien d'une passion? Alors, quand est-ce que ça vous est venu? Vous voyez ce que ça je veux dire? Ça m'est venu. Écoutez, moi, quand j'étais jeune, la première élection au Parlement européen en 1979, j'avais voté pour la liste de Mme Simone Veil, c'est-à-dire la liste la plus pro-européenne. Et pourquoi ça? Parce que j'avais des parents... Je l'apprends en vous écoutant, ça me ravive. Et parce qu'à l'époque, mes parents m'avaient fait beaucoup voyager avec mon frère et ma sœur en Europe. J'étais d'ailleurs allé en Allemagne pour apprendre l'allemand. C'était un peu dans le prolongement des accords, vous savez, comment dirais-je, du traité de l'Élysée. Donc je suis allé plusieurs fois dans une famille en Bavière, à Regensburg, et j'ai visité beaucoup la Bavière. J'avais appris à parler l'allemand. Donc je suis tout sauf un xénophobe. Personne ne vous en accuse. Je me permets de le préciser. C'est-à-dire que moi, ce que j'ai découvert ensuite, pour me poser la question, j'ai circulé dans le monde, je suis allé dans 95 pays du monde.
Et ce que je me suis dit, c'est que finalement, il n'y a pas de solidarité naturelle entre les Français et les Estoniens. Ça n'est pas vrai. Je ne suis pas contre les Estoniens ou les Chypriotes, mais nous avons des liens beaucoup plus importants avec d'autres pays. Et je pense qu'encore une fois, au 3e millénaire, on doit être ouvert sur l'ensemble de la planète. Et puis surtout, j'ai été dans des cabinets ministériels, aussi bien au gouvernement Balladur pendant la période de cohabitation avec François Mitterrand, que ensuite, sous Jacques Chirac, au gouvernement Juppé. J'étais au cabinet de M. de Charette aux Affaires étrangères, et j'ai pu noter à quel point nous avions les contraintes européennes avaient en fait retiré le pouvoir réel aux dirigeants français sans que le peuple français ne s'en rende compte. Et les problèmes sociaux qui sont maintenant massifs en France, le mouvement des Gilets jaunes, il y a un problème qui est pas seulement en France. Ça, c'est le résultat des contraintes européennes. Oui, parce que à la fois les peuples ne veulent pas remettre en question l'idée européenne, certains d'entre eux. Les Britanniques l'ont quand même fait, parce qu'on leur raconte toujours la même histoire, l'Europe ce serait la paix, etc., argument sur lequel il y aurait beaucoup de choses à dire. Mais ils n'acceptent pas de comprendre qu'ils n'ont plus le pouvoir. Et en fait, la construction européenne arrive finalement à vider de sens le sens des démocraties. Les élections sont devenues des rites procéduraux sans importance. On change simplement le commandant de bord d'un avion dont le plan de ligne est déjà fixé. Et ça, les peuples ne l'acceptent pas. Voilà. En réalité, ce qui est terrible, c'est que... Vous savez, ça me fait penser à cette phrase de Pascal qui est très connue, hein, « L'homme n'est ni ange ni bête, mais le malheur veut que qui veut faire l'ange fait la bête. » Et ben c'est ça. C'est-à-dire que je pense que les partisans de la construction européenne, il y a 50 ans, 60 ans, étaient animés de bonnes intentions, comme moi quand j'ai voté pour la liste de Madame Veil en 1979, et je me suis rendu compte que malheureusement... L'imputation est réversible parce qu'on peut dire aussi qu'en défendant, à vos yeux, la souveraineté de la France, vous êtes animé des meilleures intentions du monde et qu'en réalité, vous luttez contre la souveraineté de la France dans la mesure où une France livrée à elle-même hors du cadre européen est une France qu'on pourrait exposer à tous les vents. Ce que je veux dire, c'est qu'il y a toujours un abîme entre les intentions qu'on a et les conséquences, de leurs applications. Comment pouvez-vous dire que la France, qui est 5e, 6e, 7e puissance, qu'on parle de l'économie, de la puissance militaire, 2e en matière de zone économique exclusive mondiale, etc. Elle se trouve, disons, dans les 5 à 7 premiers pays du monde. Comment pouvez-vous dire que la France ne serait pas à la hauteur du monde d'aujourd'hui quand vous avez 193 pays aux Nations Unies, dont l'écrasante majorité entend rester indépendant? On a malheureusement, il faudrait entrer dans les détails, je me permettrai juste une métaphore avant de laisser la parole à Ulrike Guérot. Si chaque million de Français ou si chaque million d'humains correspondait à 1 centimètre, la France ferait 65 centimètres, la Chine mesurerait 15 mètres. Et dans ces conditions, la lutte est inégale. Il me semble qu'un club de 27 personnes qui font entre 30 et 60 centimètres est plus efficace pour lutter contre un titan de 15 mètres ou un titan de 3 mètres, comme les États-Unis, si vous voulez, que tout seul. Mais je voudrais entendre Ulrike Guérot sur cette question. Est-ce que partagez-vous avec François Asselineau, sans en partager les conclusions, quelques éléments du diagnostic? Oui, ça va peut-être étonner, mais oui, c'est-à-dire qu'il y a un diagnostic aussi en sciences. Moi, je suis en sciences politiques, c'est-à-dire que le fonctionnement de l'Union européenne, et c'est pour ça que vous avez émis la question sociale, les gilets jaunes et tout, on a fait effectivement un marché, une monnaie, sans avoir un volet social, donc démocratique, justement, où les citoyens sont traités à égal. C'est-à-dire maintenant, sur le plat, il y a la proposition, par exemple, d'un chômage, d'une assurance de chômage européenne, où on éviterait ce qu'a causé la crise qu'on a traversée, c'est-à-dire que les Grecs, les Italiens, une partie de la France, l'Espagne ont souffert sur une politique qui était ciblée sur une monnaie exclusive et pas sur l'état social des citoyens européens. Donc voilà, je suis d'accord qu'il y a des choses à améliorer. C'est pour ça que je dis une marché, une monnaie, une démocratie. Une démocratie, ça voudrait dire quoi? Exactement, pour répondre à votre question, c'est-à-dire qu'on donnerait un état social et donc démocratique à tous les citoyens qui se trouvent. Moi, j'aime pas tellement parler des peuples, parce qu'après, c'est la question, c'est quoi un peuple, hein? Peuple corse, peuple breton, peuple français. Donc, les peuples, c'est aussi du construit. C'est Spinoza qui a dit, il n'y a pas de peuple, nature. La nature ne connaît pas de peuple. Mais on connaît des citoyens qu'on peut traiter égaux, qu'on doit aussi traiter mieux dans le cadre de l'Union européenne. Je suis d'ailleurs sur cette analyse. Et par contre, il y a une chose de dire, maintenant, on a achevé marché-monnaie, on quitte, on fait Frexit, on tombe dans un scénario où les Britanniques vont se trouver peut-être sous peu et c'est pas amusant, ou alors on achève ce qu'on a déjà commencé et on fait en fait les derniers pas.
La question qu'est-ce qu'une nation, Ernest Renan avait dit c'est un plébiscite quotidien de vivre ensemble. Le problème, si vous voulez, c'est qu'il n'y a pas de démocratie européenne possible pour une simple raison. Démocratie, ça vient du grec demos kratos, le pouvoir du peuple. Il n'y a pas de démos européen. Il n'y a pas de peuple européen. Vous pouvez dire qu'il existe, il n'existe pas. C'est-à-dire que Raymond Aron disait, pardonnez-moi de vous interrompre, Raymond Aron disait « L'Union européenne, ce n'est pas le thème pour l'enthousiasme d'un jour, c'est le terme final d'un effort qui donne un sens à une vie ou fixe un objectif à une génération. » On peut considérer que Parlons pas de peuple, parlons de citoyenneté. C'est aussi Dominique Slambert qui a dit la citoyenneté européenne, c'est du construit. Donc autant qu'on a construit la citoyenneté française après la Révolution et la République, on pourrait construire, d'ailleurs c'est Garibaldi aussi, hein, maintenant on a la République italienne, maintenant il faut encore créer les Italiens. Donc pour l'Europe, c'est quand même... ce que je veux dire, c'est que... vous savez, il y a un beau proverbe chinois qui dit « c'est dormir toute sa vie que de croire à ses rêves ». La politique, c'est partir des réalités, comme disait De Gaulle. De Gaulle, qui avait une formule merveilleuse sur l'Europe, il disait « on ne fait pas une omelette avec des œufs durs ». Nous avons affaire à des pays qui ont 1000 ans d'âge, 1500 ans d'âge pour la France depuis le baptême de Clovis, et qui ont chacun leur vision du monde, leur Weltanschauung. Il y a d'ailleurs peu de peuples dans le monde, et je le regrette, mais il y a très peu de peuples dans le monde, comme le peuple français et le peuple allemand, qui s'ignorent à ce point. L'apprentissage du français en Allemagne s'effondre, l'apprentissage de l'allemand en France s'effondre. Et à ce compte-là, Madame Guéraud confirme la règle par l'exception qu'elle incarne. Voilà, exactement. Je le regrette. Permettez-moi juste de vous citer, cette phrase est géniale. On ne fait pas une omelette avec des œufs durs, c'est la phrase du général de Gaulle. Permettez-moi d'ajouter qu'on peut y faire d'excellentes salades, dont les éléments finissent par se mélanger dans le bol, comme on dit. Venez avec moi, je voudrais vous faire une nouvelle objection et vous présenter une nuance qui est défendue par notre ancien président de la République, François Hollande, dont le nom, le prénom et le nom d'ailleurs amalgament deux États européens. C'est un effet du hasard. Moi, j'ai entendu ce qu'a dit M. Farage. La seule voie possible pour celles et ceux qui ne sont pas convaincus de l'Europe, c'est de sortir de l'Europe. Tout simplement. Il n'y a pas d'autre voie. Et celle-là, elle est terrible. Mais elle est celle, finalement, de la logique de sortir de l'Europe, de sortir de l'euro, de sortir de Schengen. Et même, si vous pouvez, de sortir même de la démocratie. Parce que parfois, en vous entendant, je me pose cette question. Est-ce que vous voulez participer à un espace commun? Eh bien, ce que j'appelle ici, ce n'est pas l'abandon de la souveraineté, c'est la souveraineté. Et la souveraineté n'a rien à voir avec le souverainisme. La souveraineté européenne, c'est être capable de décider pour nous-mêmes et d'éviter que ce soit le retour au nationalisme, au populisme, aux extrémismes qui nous imposent aujourd'hui d'aller dans un chemin que nous n'avons pas voulu. Alors, ce qui est intéressant dans cette intervention, il y a plusieurs choses. C'est que d'abord, quand il dit si vous voulez pas de l'Europe, vous sortez de l'Europe, quand il dit ça, Marine Le Pen applaudit. Et puis, l'instant d'après, il dit sortir de l'Europe, c'est aussi peut-être sortir de la démocratie. Là, évidemment, elle est moins contente, elle n'applaudit plus. Et il termine en posant une nuance sur laquelle vraiment j'aimerais avoir votre sentiment. La différence qu'il y a entre le souverainisme et la souveraineté. Et d'une certaine manière, il les oppose. Pour lui, le souverainisme est aux antipodes de la souveraineté. Comment accueillez-vous ce paradoxe? Est-ce que ça vous semble absurde? Ou est-ce que vous comprenez qu'il puisse y avoir derrière cela une logique ou un discours ou une cohérence? François Asselineau. Moi, personnellement, le mot de souverainisme est un mot que je n'utilise jamais. Parce que les mots en isme, en français, sont des mots péjoratifs. Voilà. Ça reviendrait à considérer que la souveraineté, qui est un absolu, comme la liberté, comme l'égalité, pourrait être relativisée. C'est comme, par exemple, l'égalitarisme. Ça revient à... Donc moi, je ne parle pas de souverainisme, moi, je parle de mouvement de libération nationale. En réalité, monsieur Hollande joue sur les mots. Il parle de la souveraineté européenne. Mais qu'est-ce que ça veut dire concrètement? Moi, j'ai été dans des cabinets ministériels, j'ai participé, je suis allé dans des réunions à Bruxelles, et encore, à l'époque, c'était l'Europe avec 15 États. C'est insupportable. Enfin, c'est humainement insupportable. Vous avez 15 intérêts nationaux qui se télescopent. Et ça aboutit à quoi? Ça aboutit très souvent à rien. C'est-à-dire à des conflits, à des motions chèvre-chou. Plus on construit l'Europe,
et plus la voix des pays de l'Europe disparaît au niveau mondial. Ulrike Guérot, sur cette question, souverainisme et souveraineté. Je pense que le mot souverainiste, ça pointe sur la question, est-ce que en fait l'État, et ça c'est votre critique, des institutions européennes, est-ce que c'est légitime ou est-ce que c'est uniquement légal? Et donc souverainisme, ça veut dire, ça pointe à une parlementarisation, à une démocratisation que vous ressentez qu'au niveau national, et c'est pour ça que vous dites qu'en fait l'Europe ne peut pas être le souverain parce que justement il n'est pas légitime au sens d'une parlementarisation et d'une division de pouvoir. Je suis à moitié d'accord avec cet État. C'est donc encore une fois la question, si on veut une Europe réellement souveraine, non seulement souveraine au point qu'elle puisse agir stratégiquement au niveau de la monnaie et tout, c'est effectivement qu'il faudrait réformer l'Europe. D'ailleurs, c'est aussi des propositions de Macron, de dire il faut parlementariser l'Europe, il faut un autre budget, il faut rendre l'Europe non seulement souveraine, mais capable d'agir. Je pense que c'est ça à quoi Hollande voulait faire appel. Je pense que c'est ce que Macron veut faire avec sur les 4 discours qu'il a fait sur l'Europe. Et donc, l'autre question, c'est si on dit souverainiste, où est-ce que vous en arrivez si en fait vous concevez la démocratie uniquement au niveau national homogène, c'est-à-dire que uniquement un peuple, dites les Français, peuvent former une démocratie. Ça, c'est pas vrai, parce que l'histoire a montré beaucoup et souvent qu'on peut avoir beaucoup de démocraties multinationales, et donc développer une démocratie multiethnique sur une citoyenneté européenne construite, je pense que c'est ça l'avenir qui pointera à une Europe souveraine. Non, mais je voudrais quand même dire un point, c'est que, en fait, tout le monde en France, sauf nous, veut rester dans l'Union européenne. L'UPR. Mais tout le monde veut rester dans l'Union européenne, mais tout le monde est mécontent de la situation et tout le monde propose une autre Europe. Déjà, le premier problème, c'est que chacun en France a son propre projet d'autre Europe. L'autre Europe de Mme Le Pen n'est pas la même que celle de monsieur Wauquiez, qui n'est pas la même que celle de monsieur Mélenchon, etc. Mais de surcroît... On pourrait dire la même chose avec La République, oui, François Asselineau. Oui, mais attendez, nous, on a l'histoire. L'histoire, ça pèse. Mais ce qu'il faut bien voir, c'est que changer les traités européens nécessite l'unanimité. Ça veut dire qu'il faut obtenir, par exemple, l'accord de l'île de Malte, qui est un des 28 États, de la Slovénie, l'accord de la Bulgarie, l'accord de l'Estonie, de la Lituanie. Chaque pays a le droit inaliénable à définir de sa politique. C'est d'ailleurs le droit inaliénable des peuples à disposer d'eux-mêmes est écrit dans la Charte des Nations Unies. Et pour nous, l'horizon indépassable du troisième millénaire, c'est pas l'Union européenne qui va s'effondrer comme l'URSS, c'est la Charte des Nations Unies. C'est un concert des nations au niveau planétaire. Mais c'est pour ça que, le mot de la fin. Je pense que c'est pour ça qu'il va falloir parlementariser l'Union européenne et donc déconstruire les peuples, parce qu'aujourd'hui, il y a par exemple aussi le peuple catalan qui veut avoir quelque chose à décider, ou le peuple de la Wallonie. Donc, je pense qu'effectivement, l'Union européenne ne se fera pas à travers d'une décision du Conseil ou du tandem franco-allemand, parce que les Portugais ne sont pas là-dedans. Mais si on déconstruit, et c'est pour ça que je fais tellement la différence entre la citoyenneté européenne et un peuple européen. Pourtant, il n'y a pas de peuple européen, mais il y a la citoyenneté européenne. Et les citoyens qui décident tous à égaux dans un Parlement européen, ce sera autre chose. On serait en République européenne et on aura résolu la question de la souveraineté et de la parlementarisation. En un mot, pardonnez-moi, on arrive vraiment au terme, à regret, de cette discussion. Je voudrais terminer sur une ambiguïté qui va du côté de la construction européenne comme du côté de la déconstruction européenne. Les partisans de l'Europe disent que l'Europe est une nécessité et qu'il faut agir pour elle. Donc c'est une nécessité à laquelle il faut ajouter une volonté. Les adversaires de l'idée européenne, dont vous êtes, disent qu'il est inévitable que l'Europe se déconstruise, mais qu'il faut y ajouter de la volonté. Dans les deux cas, le diagnostic qui est formulé est un diagnostic qui a besoin du soutien d'une volonté. Ce qui veut dire que ça n'est pas une science exacte, c'est ça que je veux Exactement. dire. C'est que ça n'existera pas indépendamment de la volonté des peuples. Et il y a là quelque chose d'essentiel, me semble-t-il, qui est que l'Europe ne peut pas se faire ou se défaire séparément d'une volonté populaire. Est-ce qu'on sera d'accord là-dessus ? Exactement. En fait, c'est là où on met l'énergie, l'amour, où on s'enforce, c'est ce qu'on va avoir. L'Europe, c'est pareil. Oui, sauf que l'idéologie actuelle est l'idéologie de la construction européenne qui est dominante dans tous les gouvernements. Ouais. Et en réalité, on voit bien que l'Union européenne est en train de se déliter dans tous les pays. On voit bien. Ça, c'est des formules de politique. On voit bien. Mais les gens sont européens, quand bien même les gouvernements... C'est la réalité, parce que je suis... C'est pas la réalité. Si, c'est la réalité. D'ailleurs... Venez, mes amis, on va s'engueuler dehors. On va sortir. Il est plus facile de sortir
sortir du studio du quartier général ce qui est que de gênant sortir de ce l'Europe. qui est gênant dans les exemples que donne Madame Guéraud, Oui. de déconstruction des Statistiquement, 2 tiers des États-nations. gens en Europe sont toujours pour l'Europe. Basta. Oui, Non, toutes mais- les partis dites populistes ont 30% dans les pourcentages et pas plus. Mais- Donc ça fait 2 tiers des gens en Europe qui sont toujours pour l'Europe Oui, mais démocratique et sociale. Oui, mais le problème auquel vous êtes confrontés, c'est qu'ils sont pour l'Europe, mais ils sont contre les conséquences Oui, que cela et signifie. c'est pour ça qu'on va changer l'Europe. Mais vous ne le pourrez pas. Voilà. Mais si je me force, je peux. La construction de l'Europe est-elle inévitable ou sa réalisation repose-t-elle sur la volonté des peuples? La déconstruction de l'Europe est-elle inévitable ou repose-t-elle sur l'engagement des citoyens? En cette affaire, passionnelle et scientifique à la fois, quel que soit le camp, l'infaillibilité d'un diagnostic est toujours tempérée par un appel à la mobilisation. Et la bonne nouvelle est là. Qu'on veuille ou non de l'Europe, qu'on y voit une réussite ou un échec, un gage de paix ou une source de conflit, c'est de l'énergie collective et de la possibilité de discuter sans se disputer que dépendra la possibilité d'un destin commun.